En France, 9 emplois sur 10 sont créés sous le statut de contrat à durée déterminée ou d'intérim. Le PIB a chuté de 19% au premier semestre. Ça a eu pour incidence une hausse de 14% du taux de chômage. Aux États-Unis, on a enregistré jusqu'à 13 millions de chômeurs supplémentaires par semaine, au pire de la crise du Covid. D'après un récent sondage, 13% des Français se disent de gauche, 39% de droite, 5% des électeurs du Front National se disent de gauche, 4% des électeurs de la République En Marche. Alors pendant le temps que durera cette conférence, 24 000 femmes auront donné naissance à un enfant dans le monde, et 10 000 personnes seront décédées, 150 de la malaria, 300 du Covid, 300 d'accidents du travail, 1500 des conséquences de la faim, de la malnutrition, et 1600 du cancer. 45 000 heures de vidéos ont été déposées sur YouTube. Et toujours pendant le temps que durera cette conférence, Bernard Arnault aura gagné 65 000 €. 5% des Français ont arrêté de porter des slips pendant le confinement. Toujours à propos de ce spectacle, 90% d'entre vous sortiront satisfaits. En revanche, pour les personnes venues en couple, la moitié d'entre vous connaîtront une dispute avant la fin du week-end. 8% des spectateurs auront envie de faire pipi, mais n'oseront pas se lever. Et 1% aura une quinte de tout. « 100% des personnes qui ont bu de l'eau sont mortes ou vont mourir. » Une girafe a exactement 0 chance de se faire croquer par un tigre dans la salade. Et 100% des girafes se foutent totalement des statistiques sur les girafes. 13% des ménages brésiliens changeront de la vaisselle avant la fin de l'année. Et il y a 10% de réduction sur les côtes de porc en Internet. Alors que faire, mesdames et messieurs? Que faire de ces informations? Pour un professionnel des statistiques comme moi, la réponse est évidente, il me semble. On prend une poubelle là, on fait le tri des déchets, et puis on reprend tout depuis le début. Voilà. Je m'appelle Yoann Charlier, je suis statisticien. Ouais. Et voilà ce que je me propose de faire avec vous ce soir, le tri des déchets statistiques. Trier le bon grain de la statistique mobilisatrice, celle qui nous permet de révéler les phénomènes sociaux, de donner à voir les invisibles, de l'ivraie de la statistique démobilisatrice qui fout un peu le cafard, et manipulée par les puissances d'argent, les puissances politiques, les puissances médiatiques. En tant que statisticien, je connais 2-3 trucs, justement, pour arrêter de se faire avoir. Alors je me suis dit, Yoann, il faut que tu ailles prévenir le monde. Et apprends-leur ces techniques. On arrête tous collectivement de se faire avoir. Et puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui s'est dit, mais Yoann, garçon, enfin, toi, tu vas aller comme ça, donner la vérité aux gens? Non, attends, arrête. Alors que toi et moi, on sait très bien que les chiffres, en fait, c'est pas vraiment ton truc. Et c'est vrai, cette petite voix dans ma tête, elle est pertinente. En fait, je ne vais pas venir vous donner 2-3 tuyaux comme ça. Non, en fait, j'ai venu vous raconter aujourd'hui une histoire. C'est l'histoire d'un petit gamin totalement rétif aux mathématiques, qui a appris à apprivoiser les chiffres, à les aimer, à s'en méfier aussi. Alors, je dis comme ça, je suis statisticien, mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est statisticien comme métier, c'est pas un métier du concret, quoi. Boulanger, maçon, on voit ce que c'est, mais statisticien, comment vous faire toucher un peu ce que c'est? Un statisticien, de la même manière qu'il y a des producteurs de choux, de carottes, de melons, ou des producteurs de boulons à l'usine, un statisticien, c'est un peu un producteur de chiffres. Voilà, on fait ça, on produit des chiffres. Ce sont des collègues, par exemple, qui fabriquent le taux de chômage, qui fabriquent le taux de croissance du PIB.
Ah oui, ça tombe pas du ciel, ça. Il y a des calculs à faire, ça se construit, ça se fait. Bon, ça nous permet aussi de calculer la productivité des producteurs de melons, de boulons. Alors, moi je me considère plutôt comme un traducteur de chiffres. Vous voyez, mon métier, c'est plutôt de pouvoir traduire les statistiques, les chiffres, des trucs un peu compliqués comme ça, en phrases compréhensibles pour le commun des mortels. Le commun des mortels, dans mon travail, en fait, ce sont des élus, des directeurs, des collègues, puisque je suis fonctionnaire, je travaille dans un conseil régional. Et donc mon métier, comme je l'ai envisagé à la base, c'était d'éclairer la décision publique avec des faits objectifs pour que les politiques publiques, les aides aux personnes, soient basées sur des choses tangibles, vérifiables, et qu'on puisse ensemble aller changer la vie des gens. Comme vous l'imaginez, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle commence par un petit désenchantement. Alors, en fait, c'est assez simple. En 2011, j'ai été engagé dans ce conseil régional, je suis donc fonctionnaire, raison de plus pour essayer d'aiguiller la décision publique, sans se soucier du profit, etc. Je fais ça dans un esprit de service public. Donc je suis embauché dans un conseil régional à l'époque. À l'époque, c'est une présidente qui gère ce conseil régional, et son truc, c'est l'écologie. Alors, une des premières questions qu'elle vous pose, c'est à moi et mes collègues, bien sûr, c'est combien est-ce qu'il y a d'emplois qu'on pourrait qualifier d'écologiques sur mon territoire? Donc on fait, c'est une question quand même, on se cause un peu la tête. Alors, on appelle nos collègues de l'INSEE, puis on se dit, qu'est-ce que c'est un emploi vert, un emploi écologique? On ne sait pas trop. Donc on bosse ensemble, on trouve une petite définition, un truc assez simple, hein, c'est bête, moi ça nous a pris du temps à trouver ça. Un emploi écologique, on définit ça comme un emploi qui a pour but de prévenir ou de réparer les dommages causés à l'environnement par l'activité humaine. Ça paraît con comme ça, mais on va passer du tout. Et donc on bosse, et on bûche, et on compte, et on trouve 3600 emplois écologiques sur le territoire. Et un jour, le désenchantement commence. Commence. Je reçois un coup de fil. Je vais vous le faire, tiens. Alors, je suis au bureau. Mon travail, c'est ça, basiquement. C'est assis sur une chaise et montrer des chiffres dans un tableur Excel. Et là, le téléphone sonne. Bon, je regarde. Vous savez, sur les téléphones de bureau, on voit le nom des gens. C'est pas juste le numéro, on voit le nom. Et là, c'est la directrice de cabinet de la présidente qui m'appelle. Alors, une directrice de cabinet, au-delà du fait que nous on l'appelle Dame Pipi pour rigoler, c'est quelqu'un de très important en fait. Basiquement, c'est le numéro 2. C'est la personne qui fait l'interface entre le personnel politique et le personnel administratif. C'est clairement pas la personne que je peux me permettre de snobber, quoi. Donc je décroche. Yann Charlier, j'écoute. Ah oui, l'étude sur les emplois verts, oui, tout à fait. La présidente l'a lu, très bien. Elle n'est pas contente. Elle trouve que ça fait pas assez d'emplois. Ah oui, parenthèse. Elle, ça fait 6 mois qu'elle se balade dans toute la région en disant qu'il y a 100 000 emplois. Et nous, on arrive, on nous dit, cocotte, on a compté, ça fait 3600. Si vous voulez, c'est une région dans laquelle il y avait 700 000 emplois en tout. Donc elle passe de 1 sur 7 à 1,5%. Faut que je reprenne parce que ça chauffe. Quoi? Elle parle à la tribune dans une demi-heure. Il faut que je trouve quelque chose pour contredire l'INSEE. Ok, d'accord. Bisous. Dans ma tête, il s'est passé deux choses. Déjà, je me suis dit, mais si j'avais moi les moyens de contredire l'INSEE, je bosserais déjà pour eux. Et puis la deuxième chose, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis un gauchiste, moi. Moi, je veux changer la société. Et ce jour-là, j'ai compris que c'est pas avec des gens comme ça, qui préfèrent travestir la réalité pour l'adapter à leur discours préconstruit, que j'allais le faire, puisque c'est l'inverse qu'il faut faire. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire de ce désenchantement et de comment, à partir de ce jour, je me suis dit que
fallait que je me donne pour mission de trouver des chiffres qui ne pourront pas être manipulés par ces gens-là pour aider ceux qui en ont vraiment besoin. Ça vous va? Ah ouais. Ça tombe bien, j'avais rien d'autre. Alors, avant de commencer, par contre, il faut que je règle un truc. Vous en êtes où au niveau maths? Maths, mathématiques. Ça... CE2, CM1. Ouais. Ok, une moyenne. Tout le monde voit ce que c'est, une moyenne à peu près? Ouais. Moyenne. Bah, méfions-nous des moyennes, rien que de ça. Hein. Rien que de ça, méfions-nous de ça. Vous savez qu'en moyenne sur Terre, chaque être humain a un testicule. Attendez, ça marche aussi avec les ovaires. Donc en moyenne, chaque être humain a un testicule et un ovaire. Ça change tout. Si on faisait rentrer Bernard Arnault maintenant dans cette salle, on serait tous multimilliardaires. Rien que ça, vous voyez, il faut se méfier. Mon conseil, exigeons les chiffres, rien que les chiffres bruts, pour ne pas se faire attraper par des petites constructions comme ça. Alors, je vous demande votre niveau en maths parce que, voilà, moi, quand j'étais gamin, j'étais totalement rétif. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être écrivain. Je voulais écrire des romans. Aujourd'hui, je suis statisticien, en fait. C'est l'exact inverse, si vous voulez. J'ai consciencieusement foiré mes rêves de gosse. Je ne peux pas tout réussir. Je vous dis ça, moi j'ai su lire très très tôt quand j'étais gamin. Alors c'est pas de tout de mon fait, hein, c'est mes parents qui m'ont toujours accompagné là-dedans et qui m'ont toujours satisfait ma curiosité. Moi, c'est simple, quand j'ai su lire à 2 ans et demi, 3 ans à peu près, ça s'est passé comme ça. Mon père, il était ouvrier. Et tous les midis, il rentrait manger à la maison. Il faisait 3 choses. Il mangeait, il faisait son journal, il faisait une courte sieste. Et ensuite, il repartait travailler. Alors moi, du haut de mes 2-3 ans, où on mangeait, faire la sieste, j'avais bien compris l'utilité du truc. Mais alors, le journal, ça avait l'air aussi important, si vous voulez, si mon père faisait ça systématiquement, tous les midis. Alors, ce que je faisais, c'est que je venais monter sur ses genoux et j'essayais de déchiffrer comme ça ce qu'il y avait dans le journal. Et c'est comme ça que, en grande partie, mon père m'a appris à lire dans la Nouvelle République, qui était le quotidien régional du coin d'où je viens. Par contre, quand il s'agit de m'apprendre à compter, la galère. Là, je vous raconte ça, j'avais pas 2 ans et demi, 3 ans, j'avais 9, 10 ans, j'allais rentrer au collège. Et j'ai galéré avec les multiplications, c'est un truc que j'ai jamais pu encadrer ça. Mon père, il avait trouvé un truc, c'est que, vous vous rappelez, au dos des cahiers de brouillon qu'on avait à l'école, il y avait les tables de multiplication ici. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris du blanco, il avait passé du blanco sur les résultats. Il faisait 1 fois 1 égale. Et du coup, il en avait photocopié une centaine comme ça, je crois. Et du coup, tous les soirs, il y avait un stratagème. On avait un deal ensemble, tous les soirs, je devais remplir une grille complète, les tables de 1 à 9. Quand je donnais une bonne réponse, il me donnait 1 centime. 2 francs, nouveau. Et quand je donnais une mauvaise réponse, là c'est moi qui lui devais 1 centime, 2 francs nouveau toujours. Croyez-moi pas, j'ai eu encore du pognon. Ah non, c'était chaud. Ouais, gamin, j'étais tellement rétif aux mathématiques, au bout d'un moment j'ai complètement raté d'écouter. Et en fait, je donnais une seule réponse, c'était 12. C'est 12, c'est systématiquement. Non, le taux de chômage, 12. 9 fois 3 12. Ouais, ça fait 12, on est d'accord. Même en fac, alors qu'on avait un prof ultra consciencieux, quoi. On devait calculer un coefficient, je me rappelle. Un coefficient, c'est entre 0 et 1, c'est pas possible autrement. Là, j'arrive, le coefficient de truc, ça fait combien? Je me dis, 12. Et le mec, il se démonte pas, il fait, mais comment t'as fait? Elle est où l'erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, mais arrête, mec, elle est vide, ma feuille, je me fous de toi, à 12, quoi. Voilà. 6 fois 2 12, c'est marrant. Et donc, quand j'étais gamin, j'ai su lire très très tôt, et c'est assez utile en CP. Quand j'étais gosse, je faisais une classe de CP, CE1. En CP, on est d'accord, tout ce qu'on apprend à faire, c'est lire, écrire, compter. Alors, lire, j'y arrivais. Écrire, ça passait à peu près. Et compter, bon, c'était les additions, ça allait se corser plus tard. Mais les additions, ça passait. Et donc, en fait, comme j'arrivais en sachant déjà faire ça,
ce que je faisais, c'est que une fois que j'avais fini mes exercices de CP, je me tournais comme ça vers la classe de CE1 et puis je faisais les exercices sur le temps qui me restait. L'instituteur, il voit ça. Il en parle à mes parents. Il dit, il faudrait peut-être penser à, je sais pas, envisager de le faire passer directement de l'autre côté de la classe parce qu'il a l'air de s'embêter, le pauvre. Et donc à l'époque, je ne sais pas si c'est encore pareil maintenant, mais quand on se pose ce genre de questions, à l'époque on allait voir la pédopsychologue, la psychologue scolaire en l'occurrence. Et à l'époque, je ne sais toujours pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais elle, son passage obligé, c'était le test de QI, le quotient intellectuel. Donc je passe les tests, et le chiffre tombe. 12. Le chiffre tombe. 140. Alors, la pédopsie, elle a certainement fait un petit discours à mes parents, si vous voulez, pour accompagner ça. C'est ce que font les psychologues. Ils ont dit donc 140, voilà, ça veut dire qu'ils rentrent dans la catégorie des surdoués, ce petit garçon. C'est pas pour toute la vie, c'est juste à ce moment-là, maintenant, effectivement, il est un peu plus en avance que ses collègues. Ça veut dire que ça nécessite une prise en charge ou des choses comme ça. Et moi, dans ma tête d'enfant de 6 ans, c'est pas ça du tout que j'ai entendu. Moi, j'ai juste entendu « T'es un génie, mec !» Et j'y ai cru. J'y ai cru très très fort. J'y ai cru très longtemps. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche le QI, voici, sous les yeux ébahis, messieurs, dames, la courbe moyenne du QI en France pour les adultes. Oui, il faudrait que je dise ça, en fait, ce serait aussi bien la courbe du QI pour les enfants thaïlandais ou pour les plus de 60 ans américains. En fait, ça ressemble toujours à ça, une courbe de QI. Par construction, elle est faite comme ça. Ça a une belle forme de... Alors, ceux qui ont des souvenirs peut-être de cours de maths peuvent se souvenir d'une forme de courbe. En cloche. Oui, madame. Et je trichais, je l'ai déjà vu. Une forme de courbe en cloche, on appelle ça aussi une courbe de Gauss, par exemple, effectivement. Et les mathématiciens un peu pointus diront que non, c'est une distribution en loi normale. Faire gaffe aux mots qu'on utilise. Parce que ça pourrait faire penser que tout ce qui est sous cette forme-là est tout à fait normal, et ce qui en sort est anormal. En mathématiques, ça ne veut pas dire ça. On n'est pas anormal quand on est là, ou là, au lieu de là. Ici, vous avez la moyenne du QI, qui est à 100, qui est fixée à 100. C'est une convention. Elle est toujours à 100. Donc, situons-nous. Moi, à 6 ans, j'étais là. Vous, du coup, normalement, vous êtes... Voilà. Vous êtes De l'autre côté. De l'autre côté aussi. Alors, cette courbe, en fait, elle décrit très très bien des phénomènes qu'on appelle, qui sont des phénomènes naturels, qu'on appelle des phénomènes aléatoires. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'ordre préétabli avant. Pour expliquer simplement cette courbe, on peut prendre la taille des êtres humains, par exemple. La taille des êtres humains, quand on fait, comme ça, le nombre de gens, et comme ça, la taille, je ne sais pas, d'un mètre 10 à 2 mètres 50, mettons, on remarque qu'elle se distribue sous cette forme-là. En fait, c'est ce qu'on voit au quotidien. Il y a très peu de gens très très petits, il y a très peu de gens qui sont vraiment très très grands, et puis la plupart d'entre nous, on se distribue dans la moyenne, comme ça, et donc quand on dessine ça sur un graphique, ça donne une courbe en cloche, comme ça. Ça marche avec la pointure de chaussures aussi, pareil. Alors, ça marche quand la population est un peu homogène. Si vous mettez des pygmées, par exemple, qui sont les plus petits êtres humains de la Terre, et des Hollandais qui sont les plus grands sur la même courbe, non, on va faire n'importe quoi. Mais si vous mettez que des pygmées, vous retombez là-dessus. Il y a très peu de très petits pygmées, de très grands pygmées, puis la plupart des pygmées sont une taille moyenne de pygmées. Ceux qui jouent au jeu de hasard connaissent assez bien aussi ce genre de courbe, parce que c'est typiquement la courbe qu'on a quand on fait des jets de dés. Par exemple, vous prenez 2 dés, vous les jetez, je sais pas, 1000 fois. Il y a des chômeurs dans la salle? Ouais. Bah, si vous avez le temps, par exemple, c'est votre truc. Mais ça va rentrer en forme. Ouais, vous jetez 1000 dés là, comme ça, enfin 1000 fois 2 dés, et donc on aura des résultats d'accord entre 2 et 12, et en fait on aura très très peu de 2, très peu de 12, et puis la plupart entre 6 et 7 là. Donc ça c'est des phénomènes naturels
aléatoire. Alors là, vous êtes sûrement en train de vous dire, il est gentil, Charlie, là, mais il bassine un peu avec ces trucs de courbe en cloche. L'intelligence, ça a à voir, qu'est-ce que ça a à voir avec les phénomènes naturels aléatoires? Genre, l'intelligence, c'est un truc totalement aléatoire, c'est distribué au berceau. Je crois qu'il y a une fée, quoi, qui fait alors, toi, tu seras intelligent, toi, tu seras intelligent. Oh, toi, tu seras un gros débile! La fée connasse, quoi. Non, bien évidemment. C'est la première arnaque de ce qu'on appelle le quotient intellectuel, le mal nommé, j'ai envie de dire. La première arnaque. L'intelligence n'est pas une donnée naturelle, ça a à voir avec l'environnement, ça a à voir avec comment on a été... C'est moi qui fais ça? Ça va à voir avec comment on a été, je sais pas, amené à découvrir, je sais pas, des bouquins, d'autres cultures, la culture qu'on va dire légitime, mais pas seulement. Moi, la chance que j'ai eue de me retrouver dans ce haut du panier, alors que franchement, j'avais rien à y faire en tant qu'enfant d'ouvrier, c'est que mes parents, mon père, ma mère, n'ont jamais bridé ma curiosité. À chaque fois que j'avais une question, ils essayaient d'y répondre. Quand ils ne savaient pas, on allait à la bibliothèque, ce genre de choses, pour avoir des réponses. Vous voyez, c'est pas quelque chose de naturel. Alors, comment ça se fait que la courbe du QI a cette tête-là? Messieurs, dames, vous avez en face de vous une arme vraiment très efficace de justification des inégalités de la domination. Par construction, on a construit la courbe pour qu'elle ressemble à ça. Par construction, il n'y a que 2,3% de personnes qui peuvent être considérées comme surdouées. On est considéré comme surdoué à partir de 130 ici. 2,3%. Alors, très peu d'élus, quoi. Mais très peu d'appelés aussi. Parce que, étrangement, la plupart des gens qui se font tester, c'est pas mon cas, moi, mais la plupart des gens, c'est pas les enfants de prolo, on est d'accord. Ça coûte à peu près 2 000, 3 000 euros de passer ce genre de test. Moi, j'ai eu la chance de le faire dans le cadre scolaire, mais tout le monde ne l'a pas. Ce sont les enfants de ce qu'on appelle les CSP+, qui les passent, avec toujours un espoir, c'est que mon enfant soit surdoué. C'est rarement les enfants de prolo. Pour s'en convaincre, j'ai appris aujourd'hui même une statistique intéressante, seulement, c'est le plus bas qui m'a appris, effectivement. 0,7% seulement des enfants diagnostiqués surdoués ou à haut potentiel, peu importe comment on les appelle, sont des enfants de chômeurs. D'accord ? Il n'y a aucune raison pour ça, c'est juste qu'ils se font moins tester. Les enfants de chômeurs, quand ils se font tester, on leur donne plutôt des troubles de l'attention. On les met sous retail. Alors que les enfants de bourgeois, ils sont surdoués, on leur donne accès aux plus grandes écoles, etc. Il y a une énorme arnaque aussi, au quotient intellectuel. Donc, ça ne mesure pas vraiment l'intelligence. Ah oui, on teste 3 choses à peu près. On teste de QI, on teste des suites logiques, mathématiques, du vocabulaire, et puis de la géométrie dans l'espace. Des trucs tout à fait scolaires, vous voyez. Donc ceux qui réussissent le mieux à l'école sont déjà avantagés. On ne teste pas du tout, je ne sais pas, l'intelligence pratique, la créativité, une forme d'intelligence qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, d'émotionnel, la sociabilité. Non, pas tout ça. On teste des compétences tout à fait scolaires. Et on dit, les gamins qui sont surdoués, c'est un peu leur destin. Alors que non, c'est pas vrai, c'est une performance, un test. Quand vous avez une bac, on ne vous dit pas, c'est bon, ça roule pour toute la vie. Non, vous avez réussi une épreuve. C'est pas toute la vie, c'est une étape. Alors, ça donne une indication, mais c'est juste une étape. Et enfin, on appelle ça quotient, mais c'est même pas vraiment un quotient, si vous voulez. En fait, c'est un rang. En fait, c'est un classement. En fait, quand vous êtes à 130, par exemple, mettons, vous êtes surdoué, bravo, félicitations. En fait, ça veut simplement dire que vous avez mieux réussi. Vous avez mieux répondu aux questions du test que 97,7% des autres. Les autres, c'est qui? Dans mon cas, c'était 1000 enfants de 6 à 16 ans qui ont servi de cobayes, entre guillemets, pour calibrer le test. 1000 enfants de 6 à 16 ans représentatifs de la population des enfants français. Voilà. Alors, il faut faire très attention avec ce genre d'outils. Déjà, moi, à la base, on va partir sur un truc. C'est que quand on essaye de vous résumer une réalité complexe en un seul chiffre, quelque part, on essaye de nous escroquer. C'est mon avis. On pourrait peut-être même inventer une espèce de dicton, je sais pas.
Tu résumes tout en un chiffre? Tu es en train de me jouer du fifre. J'ai fait 14 si tu me regardes. Mais oui, on ne peut pas résumer l'intelligence à un chiffre, c'est absolument ridicule. Et ça peut faire des ravages. Hein. Je vous ai dit, moi, j'ai cru que j'étais un génie jusqu'à un âge assez avancé à cause de ça. Il y a des gens, des parents par exemple, mettons, qui ont des grands espoirs dans leurs enfants, qui emmènent leur gamin passer un test. Imaginons, il n'est pas sur eux, voilà, il n'est pas il est juste un tout petit peu. Vous imaginez la déception. Le gamin, il le voit dans les yeux de ses parents. Une matière d'estime de soi, ça peut être ravageur. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un copain, il était trisomique. Quand on est bien, il était trisomique, donc il y avait deux différences entre lui et moi, une petite et une grande. La petite, c'est qu'il était trisomique et moi j'étais considéré comme surdoué. La grande, c'est que quand il rencontrait quelqu'un, quand il rentrait dans une relation sociale, lui il partait du principe que la personne en face, elle était amicale, qu'elle était sympa. Moi, je partais du principe qu'elle était plus bête que moi. Est-ce que ça faisait de moi un meilleur être humain? Je suis pas sûr. Alors tout ça, je l'ai compris bien plus tard, dans mon parcours. En fait, je l'ai compris très récemment en lisant un livre pour préparer cette conf. Autant vous dire que ça a pas mal déménagé. Un livre d'un monsieur qui s'appelle Jérôme Pellissier, qui s'appelle La fabrique des surdoués. Le titre est super révélateur pour ça. C'est une fabrique, c'est surdoué. Où il nous explique, et c'est là que j'ai compris notamment que c'était basé sur les réponses de ces 1000 enfants qui ont passé le test pour le mettre en place, pour le calibrer, 1000 enfants représentatifs donc, de la population française. Et ça m'a rappelé un truc, en fait, quand j'ai lu cette phrase, représentatif de la population française. En fait, c'est basé sur la même technique que les sondages. Et c'est dingue, ça. Alors, les sondages, parlons-en peu, parlons-en bien. Tout le monde voit ce que c'est un sondage à peu près. Hein, on est d'accord, le sondage, c'est le truc avec lequel on est d'accord quand ça va dans notre sens, et puis on n'est pas d'accord quand ça va pas dans notre sens. Pas tout le monde fait ça, c'est vraiment politique. Alors, un sondage, la technique des sondages, elle vient pas de nulle part. Son origine, c'est la prospection pétrolière, la prospection minière, évidemment, il y a très longtemps. Effectivement, les gens qui achetaient des arpents comme ça de terrain, ils ne retournaient pas tout de suite pour trouver du pétrole ou de l'or ou du fer. Non, ils posaient des petites sondes, comme ça, des petites sondes à des points judicieusement choisis de leur terrain, et puis comme ça, par extrapolation, en fonction de ce qu'ils trouvaient dans le sol, eh bien, ils pouvaient se dire, ah voilà, on a les chances de trouver, donc on peut plutôt creuser ici. Alors, il y a d'autres endroits où on peut recoller des sons, c'est autre chose. Et donc, la technique de sondage, c'est exactement ça. En fait, on regarde une petite partie de la population, basiquement aujourd'hui, dans le sondage politique, par exemple. On interroge une petite partie de la population, et avec des techniques statistiques, on peut extrapoler sur ce qu'aurait dit la population en entier. Ça marche avec plein de trucs. Et quand c'est bien fait, je veux dire, sans biaiser les questions, en appliquant des méthodes rigoureuses, ça fonctionne très très bien. Par exemple, on peut très bien savoir combien il y a de voitures rouges en France avec un ticket de sondage. Les chômeurs, vous avez fini de lancer les dés là? Nouvelle mission. Vous prenez 5 ou 6 potes là, et vous vous mettez à des carrefours, on va les choisir ensemble, et vous comptez le nombre de voitures rouges comme ça. Et puis avec une petite formule statistique, après on pourra savoir combien il y a de voitures rouges en France. Mais par exemple, ça marche. C'est ce que fait Bison Futé, par exemple. Alors ils ne comptent pas les voitures rouges, ils comptent toutes les voitures. Hein. Mais Bison Futé, vous imaginez bien qu'il n'y a pas des mecs sur toutes les routes en train de compter qu'il y a. Non, ils ont un échantillon de routes un peu représentatif, et puis ils appliquent une extrapolation, puis ça fait les cartes de Bison Futé. Ça marche avec plein d'autres trucs. Le recensement de la population en France, il est basé sur une technique de sondage. Alors, en me documentant un petit peu, je suis tombé sur des trucs assez techniques, mais sur un bouquin qui est assez bien fait, et qui explique assez bien les choses. C'est un bouquin d'un monsieur qui s'appelle Jacques Antoine, qui s'appelle L'histoire des sondages, tout simplement, dans lequel il explique un petit peu ça. Il y a deux façons, en gros, de faire des sondages, aujourd'hui. Deux façons de sélectionner les personnes qu'on va interroger. D'un côté, il y a
tout simplement on les tire au sort. Voilà. On appelle ça la méthode aléatoire. On les tire au sort, et puis on va s'arranger pour ensuite, après les avoir interrogés, leur donner des poids pondérés pour que ça fasse comme une mini-société française. Oui. Et il y a la façon sondage par quota, par échantillon représentatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, en fait, on va faire, avant d'interroger les gens, se construire une petite société. Donc il y a tant de femmes, tant d'hommes dans la société, on va interroger tant de femmes et tant d'hommes, le même pourcentage, tant d'ouvriers, tant de cadres. Peut-être. D'après vous maintenant, quelle méthode est la plus fiable? La méthode où on tire au sort ou la méthode où on se fait sa petite société avant? Alors, si je peux vous aiguiller un petit peu, fiabilité, représentativité, on vit dans une démocratie représentative, est-ce que vous trouvez ça fiable? Non, ne répondez pas. Eh bien, c'est la méthode effectivement aléatoire. Alors moi, ouais, j'avais appris ça en cours de stats, c'est confirmé par le bouquin de Jacques-Antoine. Je me dis, c'est bizarre, parce que les sondages d'opinion aujourd'hui, ils sont tous basés sur la méthode représentative des quotas, machin. Mais comment ça se fait? Mais dans ce bouquin, j'ai trouvé pourquoi, comment ça se fait. Bah, pour ça, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Il faut remonter au début du XXe siècle aux États-Unis. Au début du XXe siècle, aux États-Unis, les gens commencent à se passionner vraiment très très fort pour les élections présidentielles, tous les 4 ans. Et c'est le début de la politique spectacle, en fait. Il y a des journaux, alors le Reader's Digest, le Literary Digest, le Rally Star, c'est des trucs qu'on ne connaît pas nous ici, mais qui sont assez fameux aux États-Unis, qui du coup, tous les 4 ans, avant les élections, proposent dans leur revue des petits bulletins à découper, sur lesquels on peut écrire pour qui on va voter, et puis le renvoyer au journal. Et puis le journal, ensuite, il publie des petits résultats. Alors c'est sympa, c'est marrant. Ça se vend comme des petits pains, parce que les gens adorent donner leur avis, en fait. Et ça s'appelle des straw polls. Excusez-moi en anglais. Des straw polls, des votes de paille, littéralement. En français, on pourrait dire des votes pour du beurre, des votes pour rire. Et ça marche du tonnerre. Alors autant vous le dire tout de suite, des fois ça marche, des fois ça se plante. En fait, on comprend bien pourquoi. Si demain Libération, l'Humanité et le Figaro se mettaient à faire ça, on est d'accord qu'il y aura quand même 3 résultats sensiblement différents. Ah oui, parce que c'est basé sur leur lectorat. En 1936, ils en sont à je ne sais plus combien de straw polls comme ça, et il y a un petit gars qui s'appelle George Gallup. George Gallup, c'est un commercial. Lui, en fait, son truc, c'est le marketing communautaire. C'est le cador pour trouver le produit qui va fonctionner chez la ménagère du Midwest ou chez les jeunes Afro-Américains de Géorgie. En fait, pourquoi? C'est parce qu'il a une immense base de données clients, au final, ultra détaillée. Enfin, base de données, à l'époque, c'est des fiches en carton, mais en 36. Et il voit les straw polls, et il dit, mais les mecs, c'est tout bidon, il n'y a pas de méthode. Moi, je vais essayer de prédire le résultat. Tiens. Et il bûche. Et il enquête 50 000 personnes. 50 000 personnes, c'est énorme. En France, enfin, dans le monde entier, en fait, le standard, c'est entre 950, 1050, quoi, qu'on interroge. Lui, il interroge 50 000 personnes, pour être sûr de son coup, quoi. Et il sélectionne, parmi son fichier client, une mini-société américaine. Et donc, en 1936, lors de l'élection Franklin Delano Roosevelt contre Alfred Landon, quand tous les bulletins de straw polls donnent Alfred Landon gagnant, eh bien George Gallup, à la décimale près, dit ben non, c'est Roosevelt qui va gagner. Et puis on sait ce qui se passe, parce que certains d'entre vous se souviennent peut-être du nom de Roosevelt, et pas du tout, je suis à la décimale près, les gars sont humiliés, c'est la fin des straw polls, il n'y en aura plus jamais. Et c'est comme ça que la méthode des quotas va atomiser le reste de la concurrence et se diffuser partout. Alors, voyant ça, aux États-Unis, il y a un petit gars, un petit Français, qui s'appelle Jean Stutzel. Jean Stutzel, il est un peu époustouflé par ce qu'il vient de faire, l'ami Gallup. Et il se dit, c'est vachement classe quand même. Ce serait bien que je puisse apprendre la méthode pour la
ramener à la maison quand j'aurai fini. Jean Stutzel, il est universitaire, il est démographe, un truc assez sérieux, il bosse sur la natalité, la mortalité, le mouvement de population, c'est quelque chose, voilà. Et donc, il apprend cette technique de Georges Gallup, et il lui donne même une théorie mathématique pour que ça fonctionne. Et quand il revient en 1938 en France, il crée l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, qui est le tout premier institut de sondage de France. D'ailleurs, la toute première question qui a été posée, toute première question posée dans un sondage en France, c'est la suivante. Approuvez-vous les accords de Munich ? Non, 38. Alors, les accords de Munich, je vous le résume un peu à la serbe, c'est quand les pays d'Europe se sont mis d'accord pour laisser Hitler faire jouer avec la Tchécoslovaquie. S'il y a des historiens, ils vont me détester, mais ça dit quoi ça ? Et donc, à 58%, les Français disent oui. Oui, on veut bien laisser Hitler faire jouer avec la Tchécoslovaquie. Il y a une question subsidiaire. En revanche, 70% des personnes interrogées répondent par contre c'est la dernière fois qu'on lâche un truc avec Hitler. C'est la toute première question qui a été posée. Alors l'IFOP, institut tout à fait indépendant à l'origine, s'auto-saisit de questions en utilisant la méthode de Gallup et publie plein de choses. C'est eux qui vont inventer l'ancêtre de Bison futé, etc. avec des petites techniques, ça marchait pas très très bien, ça a été affiné après. Ils vont faire plein de choses jusqu'en 1941 et jusqu'à ce que Vichy interdise en fait, le régime de Vichy interdise la publication de sondages. Après la guerre, l'IFOP n'a plus vraiment de sous et va devoir se mettre en quête d'actionnaire. Et ce sera la fin de l'IFOP tel qu'il a existé pendant très très peu de temps au final, un institut qui venait vraiment essayer d'éclairer le débat public et qui se transformera en énorme machine plutôt orientée, on va dire, business. Alors, cette hégémonie de la méthode représentative, on va dire par quota, elle a été pas mal, pas mal contestée, notamment par tout le monde, puisque on a un problème avec les sondages dans ce pays. Déjà, on ne les croit pas. On les croit quand ça nous arrange. Et il y a une crise, comment vous dire ça ? Les sondages se prétendent scientifiques. Mais quand on dit ça, on ne les croit pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, on parlait de fiabilité tout à l'heure, on dit que les plus fiables étaient les aléatoires. Pourquoi c'est plus fiable ? Il faut qu'on se mette d'accord sur la notion de fiabilité en statistique, et en science en général. Comment vous dire ? On est d'autant plus fiable en science qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. C'est un peu contre-intuitif comme ça, mais on est d'autant plus fiable qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. Et pour ça, on a un super outil dans les sondages, et dans les statistiques en général, c'est la marge d'erreur. La marge d'erreur, c'est un truc vraiment important. On calcule une marge d'erreur, alors ça découle d'autres choses, c'est un problème de confiance, on ne va pas rentrer dans les choses de statistiques, mais en gros, souvenez-vous que dans un sondage politique, une marge d'erreur, c'est plus ou moins 2%. Donc vous voyez un résultat de sondage, notamment politique, une marge d'erreur, c'est plus ou moins 2%. Il faut toujours appliquer plus ou moins 2% au résultat qu'on voit à la télévision. Un truc qu'on ne montre jamais. On nous met un chiffre, on nous dit, machin fait 52% dans les sondages. Tenez, en fait, on vous les présente comme ça, les sondages, Alors, vous avez ici, par exemple, chose très classique, un candidat, Emmanuel Micron éventuellement, et de Marianne Lapie, donc 52%, 48%. On résume plein de choses dans ce petit graphique. Notamment, on ne nous indique jamais la marge d'erreur. Alors, la marge d'erreur a commencé à partir de 2017 à être proposée par les instituts de sondage. Les instituts de sondage se sont dit, on est en grosse crise de légitimité, là les gens ne croient plus du tout quand on parle, pourtant nous sommes scientifiques. Il faut bien le montrer aux gens, donc on va mettre les marges d'erreur. Seulement, il y a un problème. C'est que la théorie statistique nous dit que dans les sondages par quota, il est impossible de calculer une marge d'erreur. Alors le calcul est faisable, si vous voulez, mais il n'est pas valable mathématiquement. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il n'est valable ce calcul que quand chaque personne a une probabilité égale d'être interrogée. Probabilité de 1 en fait. Ce qui n'est pas du tout le cas, on comprend aisément, quand on présélectionne les personnes. Ce qui s'est passé, c'est que les instituts de sondage ont décidé de s'en foutre. Ils connaissent le truc si vous voulez, hein. Ils le savent que la théorie ne permet pas. Mais ils étaient tellement en crise, et ils étaient tellement en quête de légitimité, ils se sont dit non, on fait de la science. Alors, ils se sont référés à un outil de la science tout en marchant sur la théorie en pensant que ça passerait. Voilà, vous voyez, c'est... Mais bon, c'est pour ça qu'on ne devrait jamais vous présenter un sondage sous cette forme-là, mais plutôt sous cette forme-là. Vous voyez ? Ça change un petit peu la lecture. On fait apparaître la marge d'erreur et surtout on vous donne les valeurs. Donc, vous voyez bien qu'on n'est plus à 52-48 là. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce sondage ? On se dit, ouais, ils sont à égalité, éventuellement un petit bonus pour le duo, mais c'est tout, il n'y a rien à dire. C'est pas très intéressant pour les médias, il n'y a pas de duel, il n'y a pas de confrontation, c'est compliqué, hein, c'est chiant. On ne nous les montre jamais dans cet état-là. Je reviens à mon histoire de Jean Stutzel, qui crée l'IFOP et qui se fait ensuite déborder par ses actionnaires. Il y a un deuxième personnage que j'aime beaucoup, qui bossait à l'IFOP aussi dans les années 70-80, il s'appelle Jean-Marc Lèche. Je vais l'appeler Jean-Marc parce que c'est mon petit chouchou. Jean-Marc, c'est un gars qu'on veut, c'est un consultant de la nouvelle génération, vous voyez. Et Jean-Marc, il est surtout connu en fait pour être le responsable du premier trucage documenté dans un sondage dans l'histoire de France. Bien joué Jean-Marc. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 77, Giscard d'Estaing, président à l'époque, Giscard d'Estaing planche comme ça sur une politique. Et il a envie de tester un truc, il a envie de renvoyer les immigrés dans leur pays en leur donnant une petite prime, un petit bac chiche. Et donc il appelle l'IFOP pour tester l'opinion des Français là-dessus. Et il dit, ouais, Jean-Marc, est-ce que tu pourrais faire un petit sondage, êtes-vous favorable à une prime de retour des immigrés dans leur pays ? Ce qui va se passer, c'est que les Français vont répondre oui. Et ils vont dire, les immigrés dans leur pays ? Oui. La prime, par contre, non, on va se la garder, vous avez dit ça. Et donc, Jean-Marc, dans ses mémoires, s'en justifiera comme ça et dira non, c'était pas possible de présenter ça au président. Ça faisait vraiment, les Français sont des gros racistes, quoi. Et donc, il a truqué les chiffres pour atténuer un petit peu cet effet-là. Manque de peau, le canard enchaîné, toujours dans les bons coups, retrouve la publication originelle et les bons chiffres et publie ça. Et ça fait un scandale. Ça fait un scandale en 79, 2 ans après seulement. Et donc c'est le premier trucage documenté de l'histoire, pour la bonne cause, dit Jean-Marc, mais on ne croit qu'à moitié. Jean-Marc, il fait aussi les autres coups d'éclat. Jean-Marc, par exemple, il était conseiller pour Laurent Fabius pendant un moment, et donc Laurent Fabius passe à la télé dans un débat contre Jacques Chirac, je crois que c'était en 83. Fabius commande un sondage pour savoir ce que les gens ils ont pensé de sa petite prestation à la télé. Seulement, ça a très mal se passer ce débat, et Chirac finira par traiter Fabius de roquet en direct devant tous les téléspectateurs. Mais le sondage est lancé, et il se trouve que les téléspectateurs étaient plutôt d'accord avec Jacques Chirac pour dire que Fabius, roquet, ça lui va plutôt pas mal. Il fait annuler en catastrophe la publication du sondage. Vous voyez, le genre de délicieux personnage qui magouille un petit peu selon les désirs de ses clients. Ce genre de magouille qui deviendra assez courante à l'IFOP dans les années 70-80, ça provoquera le départ de Jean Stutzel, triste de voir son bébé devenir un monstre. Et donc il va démissionner, il va larguer son propre bébé, il va le larguer dans les mains d'une bande de consultants qui sont vraiment business, qui n'ont plus rien à foutre du côté universitaire des instituts de sondage. C'est à partir de ce moment-là, la fin des années 70, début des années 80, que ça a vraiment commencé à partir en couille, cette histoire. En fait, une fois que Jean Stutzel est parti, l'actionnariat de l'IFOP a été récupéré
par un monsieur qui s'appelle Jérôme Sédou. Jérôme Sédou, 39e fortune de France. Jérôme Sédou, oui, pour vous situer, c'est le grand-père de l'actrice Léa Seydoux. Et je me dis, tiens, c'est marrant, qu'est-ce qu'il a à faire, lui, d'avoir un institut de sondage? Et je me suis dit, tiens, c'est pas vraiment à qui ça appartient, ça, les instituts de sondage, c'est vrai. Alors j'ai cherché. Et Jérôme Sédou, ce qu'il a fait, c'est qu'il a revendu ses parts à une dame qui s'appelle Laurence Parisot. Laurence Parisot, du coup, qui a été présidente du MEDEF et de l'IFOP, principal institut de sondage français, pendant un petit moment. Ben, c'est pratique, tiens, pour faire passer tes idées pour le MEDEF. Complètement fou. Complètement fou. Alors, je me dis, bon, ok, d'accord, ça bon, bah, c'est l'IFOP, bon, je cherche un autre, Ipsos, tiens, fondé par Didier Truchot, 118e fortune de France. Je me dis, ça va pas s'arrêter. La Sofres, sauve-moi la Sofres, pan propriétaire, Marc Ladret de La Charrière. C'est qui ce mec? Je ne connais pas, Marc Ladret de La Charrière. Tiens, eh ben, c'est un milliardaire déjà, et puis c'est le gars qui était l'employeur fictif de Pénélope Fillon. Vous voyez, Pénélope Fillon, la femme de François Fillon, candidat a pris les mains dans le cœur de futur. Hein, et puis ça s'arrête pas, vous voulez du politique? Dentsu Consulting, vous connaissez? Dentsu Consulting, ils sont maqués avec France Info. Eh ben, Dentsu Consulting, maqués avec France Info. Eh ben, le patron de ça, c'est Thierry Jadot. Thierry Jadot, frère d'Éric Jadot, patron de Europe Écologie, les putains de verts. Vous en voulez des meilleurs? Mon petit préféré, Opinionway. Opinionway, c'est fondé par deux mecs, deux experts, attention. Il y en a un. Il était chef de cabinet de Gérard Longuet. Ah, c'est pas un cadeau ça. Gérard Longuet, ministre de la Défense sous Sarkozy, est surtout connu pour avoir fondé un groupuscule de nazis dans son enfance, dans sa jeunesse. Mais des nazis, quoi. Et le deuxième, oh, génial, il s'appelle Denis Pingot, mis en examen pour surfacturation de prestations de conseil auprès de Mathieu Gallet, président de Radio France. Bah allez, tiens, on va se maquiller avec les médias, ça va être génial. Et j'ai beau chercher encore plus partout, ça s'arrête, mais jamais, mais jamais, quoi. Ils couchent tous ensemble, en fait. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle une emprise. Quand les puissances financières, médiatiques, politiques tiennent les cordons de l'opinion, là on n'est plus sur la statistique qui vient révéler les malheurs des invisibles, hein, vous comprenez bien. Hein. Non. Là on est sur de l'influence. Là on est sur un instrument d'opinion qui est tout entier dirigé vers la diffusion de l'idéologie des mecs qui les détiennent. C'est quoi l'idéologie capitaliste. L'idéologie qui professe la mort de toutes les autres idéologies. Ça s'arrête jamais. Vous leur donnez ça, ils prennent le bras. Depuis le 1er janvier 2018, merci Macron, les sondages d'opinion ont officiellement été inclus dans le calcul du temps de parole des partis politiques, à la télévision, à la radio. Ça a l'air de rien comme ça. Mais pour la première fois, les officines privées, qui ne bossent que pour elles-mêmes et leurs commanditaires, ont un pied direct dans le fonctionnement démocratique. Je ne dis pas qu'avant c'était parfait. Hein. Avant, le temps de parole, il était alloué en fonction du nombre de maires, des résultats aux élections, des députés. Ok, c'était pas parfait, mais au moins c'était des éléments objectifs et issus, on va dire, de la vie démocratique. Là, il s'agit de faire rentrer des estimations qui sont faites par des boîtes privées qui bossent que pour elles-mêmes et qui roulent que pour les capitalistes. Moi, je dis que la politique, c'est un truc trop sérieux pour être laissé à des gens comme ça. Ils tiennent les cordons de l'opinion. Ils peuvent nous faire avaler n'importe quoi. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie, ici et maintenant, de vous proposer un truc. On arrête de se faire traiter d'opinion publique. On en a marre ou pas? On est des citoyens ou pas? Ouais. Une opinion publique? Comment vous dire? Je dirais pas mieux que Pierre Bourdieu, un sociologue français. Pierre Bourdieu, il a écrit un article qui s'appelle « L'opinion publique n'existe pas ». Prenons-le au mot, le mec. L'opinion publique, c'est quoi? C'est sur un nuage, comme ça. C'est flou, ça n'a pas de contour. Vous comprenez, l'opinion publique, ça se consulte. Ça se contourne. L'opinion publique, c'est une collection de petits avis comme ça individuels, mais qui ne se connectent jamais entre eux. Alors qu'un citoyen, c'est ancré. Un citoyen, ça vote, ça milite,
Ça se regroupe aussi. Et ça peut faire de l'action collective. Ça, ils n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils préfèrent l'opinion. Donc on est d'accord, on arrête de se faire traiter d'opinion publique et on revendique un statut de citoyen. Oui. Voilà. Putain, je parlais de marge d'erreur. Mon petit QI, là, ça marche aussi la marge d'erreur là-dessus, hein, on est d'accord. Il y a une marge d'erreur de 2%. De 2 points, on pourrait. Imaginez le drame que ça peut être quand vous êtes à 129. L'estimation, ça aussi. Il y a des marges d'erreur. Enfin bon, je me plains de temps de parole des groupes politiques, avec les sondages, etc. Mais on n'a même plus besoin de ça en fait du tout. Parce qu'on a un super président. Ah si, arrêtez. Non, là vous pouvez pas lui enlever ça. On n'a plus besoin des groupes et des partis politiques pour nous représenter. Il nous a donné directement la parole. Vous vous souvenez pas? C'est un superbe exemple de démocratie directe et participative, du grand débat. Non? Vous avez participé ça au grand débat? Non, personne? Non, ça va, si. Vous vous souvenez, il y avait plusieurs manières de participer. On pouvait aller faire des réunions publiques, des fois il y avait des projets qui étaient là. Alors, on pouvait faire des petits questionnaires sur Internet, ce genre de choses. Alors moi, comme j'aime beaucoup la démocratie, mais que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai fait le petit questionnaire qu'il y avait sur Internet. Alors c'était bien, on avait des questions. Je vous en ai sélectionné 3. J'aimerais qu'on rejoue le grand débat tous ensemble dans ce grand moment de démocratie participative. Et je vais vous demander de vous focaliser sur la question en rouge ici, je vais la lire pour ceux qui sont peut-être un peu loin. Faut-il réduire le nombre de parlementaires, entre parenthèses, députés plus sénateurs égale 925? Qui vote oui? Faut-il réduire le nombre de parlementaires? Oui. Ouais. Ok. J'ai envie de vous la poser sous une autre forme. On aurait pu la poser comme ça. Faut-il augmenter le nombre de parlementaires? Un député plus sénateur égale 1 pour 70 000 habitants en France. Non. Ça change le truc un peu quand même, hein, on est d'accord. Hein. Ça, en psychologie, en sociologie, quand on fabrique des questionnaires, on appelle ça un effet de priming. Moi j'appelle ça l'effet la réponse est peut-être cachée dans la question. On est d'accord que cette petite parenthèse ici, là, en fait elle est faite pour nous enduire l'erreur. Et pour qu'on dise, bah dis donc, ça a l'air de faire vachement beaucoup, mais en fait, c'est pas vrai. Je me rends compte ce que ça fait. En fait, ça fait 1 pour 70 000 habitants. Moi, je trouve qu'à la limite, on est pas super bien couvert. Mais c'est comme ça qu'il la pose, hein, faut-il réduire. Allez, seconde question, celle-là je l'aime bien. En plus, elle est en 2 parties. Afin de réduire le déficit public de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout réduire la dépense publique, augmenter les impôts, faire les deux en même temps, ou je ne sais pas. On remarquera l'honnêteté des gars qui ont quand même mis une je ne sais pas. Alors ils ne sont pas allés jusqu'à mettre un autre précisé, parce qu'ils savaient très bien ce qui allait arriver. Il faut augmenter les cotisations sociales et tout. Ça va les communistes, aimez-vous. J'aime beaucoup le petit taquet qu'ils mettent en milieu de phrase afin de réduire le déficit public de la France, qui dépense plus qu'elle ne gagne. On a un petit effet comme ça aussi. Et donc on vous donne des choix. Alors selon vous, il faut réduire la dépense publique, il faut augmenter les impôts, on fait les deux peut-être. Ouais. Il faut voter, c'est le grand débat. Bon, mais tout ça, c'est rien à côté de la question qui suit. Alors il y a la question qui suit vraiment juste en dessous. Hein. J'ai les captures d'écran, s'il y en a qui ne me croient pas, je peux tout sourcer. La question juste après, c'est afin de baisser les impôts et de réduire la dette, quelle dépense publique faut-il réduire en priorité? C'est déjà des... Ça, cette question, elle veut dire on s'en fout, on a discuté avec vous. On a rien à foutre. Nous, notre projet, on avait dit, c'était réduire la dépense. Ok, d'accord. Vous laissez vous enculer vous-même, en fait, c'est ça. Et quelle souplesse. Quelle souplesse. Vous laissez le choix de comment vous allez vous faire avoir. C'est ça. Avec ou sans les graviers, quoi. C'est ça. C'est très très malin. Parce qu'en fait, vous y allez de vous-même. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet de halo. Et en fait, c'est un peu un effet entonnoir, si vous voulez. On vous fait
des questions dans lesquelles on réduit petit à petit l'éventail des réponses pour que vous répondiez précisément ce qu'on avait prévu que vous répondiez. On est d'accord? Là, on se bien d'avoir un grand débat, attention. Enfin, la dernière que j'ai envie de qualifier de... On va appeler ça comme ça, l'effet. Savez-vous quels sont les différents échelons administratifs? État, collectivité territoriale comme le conseil régional, le conseil départemental, la commune, ou opérateur tels que Pôle emploi ou la CAF, dans votre territoire. Mais arrête de la réponse déjà. Oui ou non? Moi, je me prenne pour des pimpins ou quoi? Et ensuite... Ah non, jamais. Et ensuite, pensez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France? Les mecs te font une parenthèse de 3 bornes de long en n'oubliant personne. Là j'ai un petit peu coupé parce que j'avais pas un panneau assez grand. Ils oublient personne. 3 bornes de long d'inventaire à l'après-vert pour ensuite... vous savez combien il y a d'échelons? Vous trouvez pas qu'il y en a trop quand même? Rien qu'à lire, le truc c'est fatigant, quoi. À la limite, le problème, il n'est pas tellement sur cette parenthèse. Le problème, c'est qu'il est impossible de répondre honnêtement à cette question. Absolument impossible, on est d'accord. Vous avez lu le truc? Dans votre territoire. Je suis désolé, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas ce que c'est. Du coup, ça dépend des échelons. Enfin, De quel territoire? Le département, la région, de quel territoire il parle? ensuite, tu veux. C'est ça qui est génial. Et puis même, quels sont les différents échelons administratifs? Je veux dire, il n'y a que les experts en droit administratif, je veux dire, ils doivent être, je sais pas, 12 pour savoir répondre à cette question. Et ensuite, on me dit, pensez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France? Voilà. Ça me fait penser, en fait, c'est comme si on demandait aux gens, vous savez combien il y a d'immigrés en France? Non. Vous trouvez pas qu'il y a trop d'immigrés en France? Oui. C'est exactement le même truc. Exactement le même truc. Et ils le savent, hein. Bien entendu, ils le savent, les mecs qui font des questionnaires comme ça. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Alors s'ils le savent pas, c'est ultra grave. Enfin, du coup, comme ils le savent, c'est ultra grave aussi. Ça s'appelle de la manipulation, quoi. Ça s'appelle de la manipulation, exactement. Et c'est très facile. C'est super facile à faire. Des questions biaisées comme ça pour remonter les réponses, c'est ultra facile. Tiens, non, c'est même tellement facile qu'on peut le faire ensemble. Je suis sûr qu'on peut en trouver une. Non mais vraiment, tiens, on va se prendre 5 minutes. On va se prendre 5 minutes là, puis on va essayer de se trouver une petite question biaisée là comme ça. Je sais pas, on pourrait essayer de se rappeler, je sais pas, d'une question un peu absurde qu'on aurait vue éventuellement dans un sondage, je sais pas. Vous savez quoi? Parlez entre vous, parlez à la limite, si vous vous rappelez ça, un petit peu, essayez de biaiser un peu avec vos voisins. Il faut qu'ils soient contents. Qu'ils soient contents. Voilà, un truc sur le Covid. Quelle mesure d'hygiène pensez-vous qu'il fallait? Masque plus visière plus panneau sur la table. Masque plus visière plus panneau sur la table, plus gel hydroalcoolique pour les adultes, pour les enfants, pour les deux. À aucun endroit, tu avais le droit de dire, mais c'est pas la question en fait. La question, c'est à quel moment on va me donner les moyens de prendre une décision par rapport à ça, alors que déjà, dans les directives, il n'y a aucune décision cohérente. Et je ne suis pas scientifique, ni médecin. Mais tu as vu, on te donne dans la question le choix intégral des solutions. Alors moi j'ai le souvenir, là, c'était Le Monde qui avait demandé cette enquête, elle était géniale. Il n'y avait que 2 questions. C'est est-ce que vous préférez un homme politique corrompu, mais qui obtient des résultats, qui est efficace, ou un homme politique intègre, mais qui n'a pas de résultats? En politique intègre, mais qui aura des résultats, c'était pas proposé. J'ai trouvé génial celui-là. Et on pourrait ajouter, juste après celle-là, trouvez-vous Emmanuel Macron efficace? C'est risqué. Bon, mais aujourd'hui, biaiser les réponses un peu comme ça, c'est un peu gros, ça passe. Vous avez vu, on les a vus tout de suite, les mecs arriver, quoi. Ça, faut pas nous prendre non plus pour des perdreaux de l'année. Si on est là, c'est parce que déjà, Ouais. on sait lire les questions, mais Déjà. mon beau-père, enfin, les gens
gens qui sont un peu plus âgés ou des gens qui n'ont pas fait d'études et qui ne vont pas se poser ces questions, ils ne vont pas avoir le piège dans la question. Et c'est trop facile. C'est pour ça que ça marche. C'est facile et c'est dégueulasse de faire ça. C'est absolument dégueulasse. Mais on évite de le faire, pas parce que c'est dégueulasse, mais parce que c'est vrai que pas mal de gens commencent à le revoir. Et quand on s'en rend compte, on a vraiment la sensation désagréable d'avoir été pris pour des débiles. Donc, non, il y a d'autres façons de faire. On peut aller essayer de manipuler directement le calcul, la forme de calcul. Alors il y en a qui ont essayé. Je pense par exemple à Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy était fâché avec les statistiques. Nicolas Sarkozy, en 2007, il s'est fait élire, d'accord, sur la peur et l'insécurité, etc. Mais il avait fait une petite promesse de campagne. Il avait dit « Je réduirai la pauvreté d'un tiers en 5 ans ». Une fois élu, il a fallu qu'il s'y colle, le mec. Alors, le taux de pauvreté en France, c'est calculé d'une manière un peu particulière. C'est pas calculé comme ça partout dans le monde. Le taux de pauvreté en France, déjà en 2018, dans les chiffres disponibles, c'est 14% de la population. Ça fait 9 millions de personnes. 9 millions de pauvres en France. Le seuil de pauvreté, il est à 1041 € par mois. Donc si vous touchez moins que ça, félicitations. Vous êtes pauvre. N'ayez aucune honte, hein. Vous êtes 9 millions, je veux dire, vous êtes plus nombreux que les millionnaires. Ok. Ah, mais ça, faut s'en rappeler. Comment on calcule ça, le 1041 €, si vous voulez, il ne tombe pas du ciel. En fait, le taux de pauvreté en France, il est dit un relatif. On est pauvre relativement à tous ceux qui vivent autour de nous, la société française. Contrairement, par exemple, à des taux de pauvreté qu'on dit absolus, qui marchent aux États-Unis ou dans les pays qu'on appelle pauvres, justement, où là c'est fixé à 2 $ par jour. On considère que sous 2 $ par jour, sur cette planète, vous ne pouvez pas vivre, en fait, c'est pas possible. 2 $ par jour, c'est le seuil pour survivre. En France, c'est pas comme ça qu'on fait. On prend 60%, accrochez-moi un peu, 60% du revenu médian. Alors, le revenu médian, qu'est-ce que c'est? C'est pas très compliqué, c'est un truc fictif, hein, qui sépare la population en deux parties. Donc ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui gagnent plus que ce revenu et 50% des gens qui gagnent moins. C'est le revenu qui est pile au milieu. En France, c'est 1735 € par mois. Le revenu médian. 50% des gens gagnent plus que ça et 50% moins que ça. Donc on prend 60% de ce revenu-là et ça fait 1041 €, le seuil de pauvreté. Alors, ce qui est particulier avec cette forme de calcul, c'est que le seuil de pauvreté augmente chaque année, puisque le niveau de vie augmente. Ah si, le niveau de vie augmente. Alors tout le monde ne le voit pas de la même manière, mais pour certains ça augmente. En moyenne, ça augmente. Donc, comme il augmente avec le niveau de vie, comme ça, en fait le taux de pauvreté c'est un truc très très difficile à faire baisser, je veux dire vraiment drastiquement. On peut le faire baisser, on va dire, de 3/10 de point, de 4/10 de point, mais rarement de beaucoup plus. Alors Sarkozy, avec sa promesse de moins 33%, il était embêté. Alors du coup, il a appliqué la technique classique du politicien qui n'arrivera jamais à tenir ses promesses. Il a dit, qu'à cela ne tienne, si le thermomètre qu'on utilise ne nous donne pas la bonne température, on va changer de thermomètre. Et donc il invente le taux de pauvreté ancré dans le temps. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est assez simple. C'est pas si bête que ça, en fait, mais c'est utilisé de manière super fallacieuse. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va dire ok, le taux de pauvreté l'année de mon élection, c'était, on va dire, 1041 €, si c'était cette année. Il donne rendez-vous 5 ans plus tard. Et il compte le nombre de gens qui sont toujours en dessous des 1041 € des 5 ans avant, sans tenir compte de la hausse du niveau de vie. Et donc du coup, c'est vachement possible de faire baisser, si vous voulez. Alors, cette histoire, je l'ai lue dans un bouquin qui s'appelle Le Grand Trucage, ça ne s'invente pas, qui a été publié par des statisticiens de l'INSEE, donc l'Institut National de la Statistique, qui s'étaient retrouvés à devoir faire ça pour Sarkozy. Alors, il publie sous pseudonyme, parce qu'il pourrait avoir des problèmes pour avoir révélé ça. Et donc, ils l'ont fait. Mais comme ils sont un peu taquins, ils ne se sont pas arrêtés là. Si vous voulez, ils ont calculé ce même taux pour les 5 ans d'avant Sarkozy, le dernier quinquennat de Chirac. Et ils ont trouvé qu'en fait, cet indicateur-là, ce taux de pauvreté ancré dans le temps, en fait, il baissait mécaniquement presque de 40% tous les 5 ans. Donc
si vous voulez, le mec a même été un peu petit bras. À dire, ouais, 33%. En fait, 40%, c'était jouable. Mais vous vous rendez bien compte du truc. C'est un gros enrichissement. Ah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils s'en foutaient de réduire la pauvreté, c'était pas son délire. Hein. Ils voulaient faire baisser le chiffre de la pauvreté. Donc, ça marche aussi avec le chômage, par exemple. Vous savez comment ça fonctionne, on change les gens de catégorie, on fait baisser le chômage, mais en fait, on n'agit pas vraiment sur les chômeurs, on agit sur le chiffre qui fait bien, comme ça passe à la télé. Il a essayé de faire ça avec la pauvreté. Bon, une fois qu'il est parti, c'est bon, on a repris le vrai standard international, on a arrêté de la risée des statisticiens du monde avec cette histoire, et tout est rentré dans... Ce qui se passe, c'est que à cause de pratiques comme celle-ci, on en vient à douter des méthodes de calcul, si vous voulez. Alors qu'en fait, souvent la problématique, elle n'est pas dans le calcul lui-même. Un calcul, c'est bête et méchant, quoi. Vous demandez à une calculette de diviser un truc par 0, bah essayez. C'est vous qui avez fait une connerie, si vous voulez, en lui rentrant 0 dans la machine. Essayez, ne le faites pas, surtout dans sa classe internet et tout. J'ai pas prévu de faire un mal à ce moment-là. Cette formule de calcul, donc, ce que je disais, c'est qu'elle est rarement encodée en fait. En fait, il faut faire très attention à ce qu'on fait rentrer à l'intérieur de ce calcul, et il faut aussi faire attention aux chiffres qui sortent. Une statistique, si vous voulez, c'est un peu composé en 3 parties. Voilà, c'est ça, vous avez le calcul qui est une boîte noire. Et on la soupçonne souvent parce que justement, c'est noir, c'est opaque, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut faire très attention à ce qu'on fait rentrer dedans. Alors, je me suis posé une question assez simple. Je regardais une conférence sur YouTube. 2 jeunes qui débutent, Franck Lepage, Bernard Friot, s'il vous plaît, c'est vachement bien, ils vont percer. Et ils parlaient du PIB, du produit intérieur brut. Alors là, je disais, ça a l'air solide quand même ce truc, le PIB, on construit des politiques macroéconomiques dessus. Alors, ça ne doit pas être de la flûte, quoi, ça doit être impressionnant. Alors je sais qu'il y a des critiques, évidemment, sur la cohérence même du truc. Est-ce que ça mesure vraiment correctement la richesse ou pas autre chose, mais je me suis dit, en écoutant cette conf qui m'expliquait ce qu'était le PIB, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Qu'est-ce qu'on fait rentrer comme composante vraiment dans ce PIB? Et donc j'ai cherché. Je suis nul en écho, je cherche. Et ce que j'ai trouvé, c'est ça. Appelons ça le PIB, la PIB. La poubelle intérieure brute. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, du coup, je cherche. Qu'est-ce qui compte dans le PIB? Alors, je trouve. Ok. Production automobile, le transport, etc. Super, ok. Ça, je comprends, ça. Ça, c'est bien. On vend des voitures, ça fait de l'argent, ça fait du PIB. Qu'est-ce qu'on a? On a, le BTP, du bois peut-être, je sais pas, les usines, bon, tout ça, c'est la sphère productive marchande. Alors ça, c'est assez simple de calculer ce qu'on génère comme valeur. Pas de ça, il faut que je mette des guillemets à ça, parce que c'est une tannée en fait, mais c'est assez simple. Les entreprises, elles ont des livres de compte qui normalement sont bien tenus, on sait combien elles ont produit, combien elles ont vendu, et donc on verse tout cet argent au sein du PIB. Alors je me suis dit, tiens, c'est marrant, parce que ça va commencer à se corser avec les services. Un peu plus immatériel, ça, comme valeur. Prenons par exemple cet exemple-ci. La santé. Docteur Bougie. La santé, on va faire de 2 manières différentes. Pour le privé, médecins libéraux ou médecins en clinique, pour calculer la valeur qu'ils ont produit, c'est simple, on va prendre la facturation de l'acte, plus le coût des différents, je ne sais pas, s'il y a eu un passage dans un labo, des procédures, etc. La facturation au patient. Pour un médecin à l'hôpital public, il n'y a pas vraiment de facturation directe, on va dire, au patient. Donc ce qui se passe, c'est que pour tous ces services qu'on va appeler non marchands, l'INSEE va prendre en compte le salaire qui a été versé au médecin, ou à l'enseignant, ça marche pareil pour les écoles privées et publiques.
le salaire, et puis là encore le coût des procédures qui ont été mises en œuvre, les analyses en labo, etc. En fait, il y a déjà un truc qui cloche, parce que le PIB, on est d'accord, ça mesure la valeur marchande qui a été produite. Il commence à mettre des estimations des valeurs non marchandes, ça n'a rien à foutre là, à la limite. Mais on estime quand même. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Non. Prostitution et la drogue. Eh ouais. J'en revenais pas moi non plus. Mais depuis 2013, c'est une recommandation internationale que d'inclure les revenus estimés, bien sûr. Hein. Là, les gars, ils ont moins des livres de compte. Hein. Des revenus liés au trafic de drogue, à la prostitution et au crime organisé. 2013. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'Italie a tout de suite pris le train en marche. En 2014, ils ont mis les statisticiens sur le coup. Et les mecs, ils ont pris 2 points de PIB d'un coup. Bim ! Le coup de pompe au fion que l'économie a prise. Et ouais, 2 points de PIB. Alors nous, en France, on a dit, on a traîné les pieds, puis en 2018, on a dit, ok, c'est juste là-bas. Non, pour vous faire la prostitution, même pas, c'est compliqué. Non, la drogue. Bon, alors nous, le coup de pompe au fion a été un peu moins violent. On a pris 0,1 point au PIB en 2018, du coup, grâce au petit commerce de détail. On a d'autres choses encore là-dedans. Par exemple, il y en a parmi nous qui font du potager, par exemple, du jardin potager. Les lycées. Oui, il y a des gens, je sais pas, qui cultivent des poireaux, des oignons. Eh bien, l'INSEE inclut dans le PIB une estimation de ça, de la production potagère. En fait, ce qui se passe, c'est que l'INSEE, ils connaissent le nombre de maisons qui ont un jardin, grâce au recensement des propriétés, etc. C'est un truc qu'ils ont. Donc, ils connaissent les surfaces, ils estiment à partir de là un nombre de personnes qui font du jardin potager. Ils estiment à partir de là une production potagère et ils en prennent 10%. Et ça rentre dans le PIB. C'est là qu'on peut se dire, tiens, c'est marrant, ils prennent 10% de la production potagère. Potager, c'est plutôt un truc de mec. Hein. Ils prennent pas 10%, par exemple, je sais pas, de la cuisine, de l'éducation des enfants, des fêtes à la maison, du travail domestique, qui est plutôt fait par les femmes. Le PIB est un truc voilà, un peu sexiste, hein, n'ayons pas peur. Non, mais pas la prostitution, tu sais pas que ça ne valorise pas le travail des femmes. Ouais, il n'y a rien que ça. Et puis on pourra en sortir plein d'autres. Mais je veux dire, on voit bien que c'est de la poubelle intérieure brute. Ça mélange allègrement les torchons et les serviettes. Et quand je dis torchons et serviettes, je parle de l'éducation des enfants et de la fabrication de missiles, par exemple. Est-ce que ça a vraiment à foutre dans un même indicateur? Est-ce que c'est ça qu'on appelle la richesse? Alors, je crois pas. C'est un truc assez connu, mais les marées noires, les catastrophes naturelles, par exemple, produisent de la valeur du PIB, parce qu'il faut que des gens bossent pour réparer les conneries. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la richesse? Pour en venir sur le sexisme du PIB, il y a une histoire qui est quasiment un gag, en fait, qui est assez connue dans notre milieu foufou des statisticiens. C'est l'histoire de l'homme qui épouse sa femme de ménage. Quand il salarie sa femme de ménage, ça rentre en PIB, c'est l'emploi salarié. Il l'épouse, on peut imaginer que c'est toujours madame qui fait le ménage, mais cette fois-ci, c'est du travail domestique, c'est pas dans le PIB. Ouais. Vous voyez, en fait, c'est pas tellement la méthode de calcul qui pose problème, c'est plutôt ce qui fait rentrer dedans. Moi, j'aimerais qu'il y ait un vrai débat démocratique sur ce qu'on appelle la richesse. Et donc, on crée un indicateur qui soit pertinent et qui soit contrôlé démocratiquement, parce que ce qu'on fasse rentrer là-dedans, ça nous aille, je veux dire, éthiquement, politiquement, déjà. Et puis, il faut quand même qu'on fasse attention à ce qui sort de la boîte, les chiffres, comme ça, il y a un chiffre qui sort en général. Parce que on ne pourra jamais empêcher les Éric Zemmour, les Pascal Praud de dire des conneries sur les chiffres qui sortent. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est être là pour leur claquer le beignet quand ils disent des conneries. Hein, il faut qu'on soit là. Voilà. Par exemple,
ça implique d'être là, quand on voit des mecs sur les plateaux de télé, se catastropher, que « Ah mon Dieu, mais le PIB a chuté de 13% au deuxième trimestre, etc. C'est une catastrophe ». C'est certainement avec les mêmes qui vont dire, le trimestre prochain, « Ah mais c'est génial, le PIB a bondi de 15%, parce que c'est ce qui va se passer selon les projections. » Vous voyez, c'est logique. C'est le problème avec les évolutions. Méfions-nous aussi, ça, les évolutions. Hein, on va se méfier des moyennes, on va se méfier des évolutions. Parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Exigeons les chiffres bruts. Les chiffres bruts, c'est quoi? C'est qu'au deuxième trimestre, on a produit 400 milliards d'euros. 400 milliards, c'est quoi 400 milliards? C'est le PIB de l'année 1960, en entier. En un trimestre, pendant la crise. D'accord? Pour revenir à des niveaux trimestriels comme ça, c'est l'équivalent du PIB du dernier trimestre 2002, du premier trimestre 2003. 400 milliards d'euros, c'est ce qu'on faisait dans ces trimestres-là. Est-ce qu'on vivait vraiment moins bien en 2003? Ouais, je sais pas. Mais il y aura toujours des mecs catastrophés qui parleront d'évolution sans vraiment regarder ce que c'est et qui réagissent comme ça au dernier soubresaut de l'actu sans jamais mettre en perspective les choses. Et ça c'est terrible parce que ce qui se passe c'est que quand on parle comme ça, tu vas regarder Zemmour, Fro, ils peuvent parler de taux de pauvreté par exemple. Ils parlent de chiffres et en fait quand ils font ça, ils méprisent les personnes qui sont derrière. Ça c'est un vrai problème avec les statistiques. Ça c'est un vrai problème. Moi si je faisais ce boulot à la base, c'était pour justement donner à voir les invisibles, les dominés, les exclus, ceux dont on ne parle pas. Mais à trop regarder les chiffres, on peut vite tomber dans l'excès inverse, à savoir invisibiliser totalement les gens dont on voulait parler à la base, en se focalisant uniquement sur les chiffres. Ça, c'est un truc qui m'a frappé. Quand j'ai participé au plan de lutte contre la pauvreté, c'était un truc inventé par François Hollande en 2012. François Hollande invente le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté avec deux objectifs. Un objectif avoué qui est de lutter contre la pauvreté, effectivement. Un objectif moins avoué qui est de lutter contre la pauvreté de François Chérec, qui vient de se faire débarquer de la CFDT et qui donc a été recasé dans un placard doré là, à l'inspection générale des affaires sociales. Et donc je suis mandaté en fait par la région dans laquelle je vis pour produire un diagnostic, un état des lieux statistique de la pauvreté dans ma région, dans le cadre de ce grand plan. Alors là aussi, je ne suis pas tout seul, je bosse encore une fois avec les collègues de l'INSEE. Et donc avec le directeur de local de l'INSEE, on produit un document, alors on fait le truc bien, Alors, on parle pauvreté monétaire, relative bien sûr. On parle précarité énergétique, qu'est-ce que c'est que de s'appauvrir parce qu'on ne peut pas se chauffer. On parle de la situation des gens à la rue qui doivent quémander une adresse dans une association sociale pour pouvoir ne serait-ce que toucher le RSA. On parle qu'est-ce que inégalité scolaire, qu'est-ce que ça implique de sortir aujourd'hui du système scolaire sans diplôme sur une pauvreté future par exemple. On fait un gros paquet comme ça, c'est un peu lourd, c'est un peu indigeste, ok. Et donc on se dit, pour la présentation ce serait bien qu'on fait un truc un peu dynamique à deux comme ça, les gens ils s'en endormeront un peu moins. Donc en octobre 2013, je me souviens c'était un jeudi, il pleuvait. On se retrouve dans une grande salle, il y a François Chérec qui est là à l'estrade, il y a la préfète qui est là, le directeur de l'ARS, un truc comme ça. Et en face de nous, il y a à peu près, je sais pas, 300 personnes. Alors attention du gratin, le sous-préfet, un président de comité d'agglomération, président de centres sociaux, enfin un truc, c'est sérieux quoi. Et donc on voit notre truc. Alors on parle, on peut donner des chiffres, des cartes, et puis ok, on sait bien que c'est pas ultra passionnant ce qu'on raconte, mais quand même, on sent qu'il y a un malaise qui commence à s'installer dans la salle. En fait, ce qu'on voit pas, c'est que derrière nous, il y a Chirac et la préfète qui sont certainement en train un peu de se tortiller comme ça, ils sont pas bien. Si bien qu'à un moment, la préfète ouvre son micro, coupe la parole au directeur de l'INSEE qui est en train de parler, et il lui dit « Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps là ?» Non, parce que c'est bien gentil, vos statistiques, là, c'est très bien, mais bon, c'est un peu hors sol, vous trouvez pas En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai invité trois personnes en insertion, des femmes, des vrais pauvres, vous comprenez. Je les ai invités pour qu'elles viennent, voilà, à la tribune, pour nous parler de leurs conditions de vie.
Et j'aimerais qu'on leur laisse toute la place qui leur est nécessaire. Merci d'abréger. Je me rappellerai toujours, je crois. Le directeur de l'INSEE qui pique un phare comme jamais il n'a piqué. Il prend ça. Il y avait une zapette là, pour passer son PowerPoint. Là. Pas comme nous à se galérer à aller taper sur les trucs. Il y avait une zapette, je me rappelle. Il prend son truc comme ça, il la jette comme ça, il fait non c'est bon j'ai fini, et il se casse. Le mec il avait rien fini du tout, on était à la moitié de la présentation. Alors moi je me retrouve tout seul comme ça sur le truc, je dis dessus. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis tiré en fait. Je suis descendu de l'estrade, j'ai serré 2-3 mains, je suis allé prendre mon train, puis je suis rentré chez moi. En fait ce qui s'est passé ce jour-là, je l'ai compris bien après. En fait, bon, mis à part le fait que c'était de la manipulation sur la simple, de la part de la préfète, qui pour de vrai, s'en foutait d'écouter les pauvres, parler de leur vie, de la table, des pauvres, c'est pas son quotidien, elle voulait juste marquer des points. Mais en fait, j'ai compris un peu plus tard que ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur la scène, je suis planté avec mon petit costard, avec mes statistiques, et j'étais en train d'expliquer ce que c'était que d'être pauvre à des gens qui l'étaient. Elle ne se reconnaissait pas du tout dans ce que je disais. Et voilà, j'ai pas fait attention sur le moment, et j'ai contribué à les invisibiliser, encore une fois. Et en plus, je leur volais du temps de parole. C'est un truc que j'ai compris un peu plus tard aussi, ce côté de l'invisibilisation. Je suis tombé sur une phrase de l'abbé Pierre que j'ai trouvée très juste. Alors, je cite pas régulièrement l'abbé Pierre, mais ce coup-ci. L'abbé Pierre, il a dit « Le problème avec les hommes politiques, c'est qu'ils ne connaissent la misère qu'au travers des statistiques. Or, on ne pleure pas dans des chiffres. » C'est tout à fait juste. Ça, je l'ai compris le jour de mes 25 ans. Dans mes 25 ans, je l'ai passé à Augier Birkenau. C'est joyeux. Ouais. C'est pas l'anniversaire le plus fun que j'ai passé de ma vie, effectivement. Mais bon, il se trouve que j'étais à Cracovie et c'est vraiment à côté. Donc on s'est dit, allez, on y va, quoi. Il y en a qui sont déjà allés visiter, j'aime pas le terme visiter, mais aller à Birkenau. Birkenau, c'est le grand camp qui est derrière Auschwitz. Et quand vous arrivez à Birkenau, vous avez un immense Porsche comme ça, avec la rail de chemin de fer, qui file tout droit vers un immense bâtiment, loin là-bas au fond, qui est une immense gare de triage. C'est une photo qui est assez connue. Donc j'arrive sous ce grand Porsche, là, pour rejoindre le bâtiment, on marche le long du rail de chemin de fer, on ne marche pas dessus, ça impose un peu de respect. Et donc on arrive à cette grande gare de triage qui est un mémorial aujourd'hui. Et on vous propose de suivre le même parcours que des gens qui viennent de débarquer, qui venaient de débarquer dans les années 40, au terminus de cette ligne, terminus, et bien autre chose. Donc quand vous rentrez dans ce grand bâtiment, vous avez plusieurs pièces, donc c'est le parcours journal, quoi. Donc vous rentrez dans la première, c'est l'endroit où on leur prenait leurs bijoux, leurs valises, tout ce qui n'allait pas leur servir. Puis vous parcourez les pièces comme ça, c'est très long, c'est très très long. Vous parcourez les pièces. Là, c'est la pièce dans laquelle on leur prenait leurs vêtements. Là, vous avez la pièce dans laquelle on leur rasait les cheveux. Vous avancez, là c'est la pièce dans laquelle on leur faisait leur tatouage. Puis vous avancez comme ça, vous avancez jusqu'à la dernière pièce. Et cette dernière pièce, c'est une salle immense. C'est une salle de stockage, en fait, j'ai pas d'autre mot. C'est l'endroit où on les stockait, le temps qu'il y en ait assez pour justifier le déplacement d'un gardien, pour les amener au baraque. Ce qui se passe quand je rentre dans cette pièce, c'est que j'ai les jambes complètement coupées, en fait. Parce que sur les murs, partout, il y a des photos, il y a des portraits, des photos de famille, tout ce que les historiens ont pu retrouver. Ils sont affichés là partout. Et vous voyez, j'avais lu ce chiffre, 6 millions de juifs assassinés pendant la guerre dans les livres d'histoire. 6 millions dans un livre d'histoire, c'est un chiffre, vous ne pleurez pas. Et quand vous rentrez dans cette pièce, quand je suis rentré dans cette pièce, et que j'ai vu les portraits, il y en a quelques milliers, pas 6 millions, mais je suis rentré dans cette pièce, je vous jure, j'ai pleuré. Parce qu'ils étaient en face de moi, ils avaient un visage. Ils arrêtaient d'être invisibles.
Vous voyez, aujourd'hui, si je me retrouvais devant ces femmes-là que j'avais soudées au grand raout avec la préfète des Chirac, je pense que je ne ferais pas pareil du tout. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, je ne me penserais pas là, avec mes petits costards, à monter sur la scène, à dire je m'appelle Yoann Charlie, je suis statisticien, je vais vous apprendre 2-3 trucs sur la vie. Non, je ne ferais pas ça. Non. Déjà, je resterais pour les écouter. Déjà. Politesse, tout ça. J'aurais peut-être appris des choses. Et puis à la fin, je serais peut-être allé les voir. Et puis j'aurais pris ma chaise, comme ça, je serais descendu dans l'estrade, je me serais mis d'égal à égal avec elle, et je leur ai dit bonjour, je vous ai bien écouté. Je m'appelle Yoann Charlie, voilà, je suis statisticien. Et ça veut juste dire que je connais 2-3 techniques qui pourraient peut-être vous être utiles, que je pourrais mettre au service d'un message que vous auriez à faire passer. Voilà, j'aimerais bien vous rendre utile. Comment je peux faire? Putain, c'est ça la mission. C'est ça qu'il faut que je fasse. Me mettre au service des invisibles, et pas des dominants. De toute façon, les gens pour qui je suis au service aujourd'hui, ils ne changeront jamais de nous. C'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça ma mission. Ça, et trouver des statistiques qui font chier le MEDEF. Vous savez quoi, dans cette mission, je me sens vachement seul. Je me sens vachement seul. Alors ce que je vous propose, pour me sentir un peu moins seul, c'est de vous donner une mission à vous aussi. Ok, j'ai dressé un portrait un peu à charge ce soir. Des statistiques et des chiffres et des manipulations et tout ça, mais ça peut vraiment faire des choses. Ce qu'il faudrait qu'on fasse ensemble, c'est qu'on commence dès ce soir à se réapproprier cet outil, les statistiques, à en faire une arme, à retourner contre les dominants. Il y en a qui ont compris ça, il y en a qui ont compris ça très très vite. Les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont inventé un truc, c'est génial, ça s'appelle le nombre jaune. Le nombre jaune, c'est quoi? C'est leur propre organe de recensement. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas compter sur les flics pour dénombrer le nombre de gens. Et ils ont créé leur propre INSEE à eux, en fait. Ça, c'est un super exemple de réappropriation. Des fois, ça tombe de nulle part. Un mec comme Toubon, Jacques Toubon, qui n'était pas non plus le plus grand gauchiste de la Terre, la dernière semaine de son taf de défenseur des droits, il l'a passé à courir les plateaux télé et les plateaux radio pour expliquer à tout le monde que, ouais, dans ce pays, un jeune noir avait 20 fois plus de risques de se faire contrôler par un flic qu'un jeune blanc. Le mec fait le taf. Il faudrait qu'on arrive à l'intégrer, ça, puis qu'on en fasse quelque chose, que ça reste pas à l'être morte, vous voyez. Il y a des mecs qui font des trucs super, l'Observatoire des inégalités. Il y en a tellement. Et vous pouvez aussi, je pense, le faire. J'aimerais bien vous donner des petites grenades, là, avec des chiffres qu'on pourrait utiliser pour nos luttes, pour nos trucs. Bon, j'ai pas de grenade. Donc on va lancer l'opération Ballon de baudruche. Est-ce qu'il y a des féministes dans la salle? Malheureusement, je pense que vous connaissez ce chiffre, 151. C'est le nombre de féminicides qu'il y a eu l'an dernier en France. Le nombre de femmes qui sont mortes, tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. On peut voir ça autrement, c'est le nombre de mecs qui ont tué leur femme ou leur ex-femme. Ce chiffre-là, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui fait. C'est même pas le secrétariat d'État à l'égalité, Marine Schiappa, tout ça. Non, c'est les associations. C'est les féministes, c'est les gens sur le terrain. Elles font même mieux que ça. Elles les dénombrent, elles connaissent l'abbé Pierre, la phrase. Elles documentent leur vie, elles leur donnent des visages. Pour pas qu'on les oublie, pour pas qu'on les invisibilise. Alors ça, maintenant, voilà, je peux te le donner. Et la prochaine fois, j'ai pas mal de petits tuyaux. La prochaine fois que tu es dans un débat ou même un repas de famille avec un gros lourd, appelons-le Jean-Marc par convention, qui te dit ouais, les femmes battues, les hommes battus, on n'en parle jamais. Ah, okay. Oui, tu lui fais oui, tu as raison Jean-Marc, tu as raison. En effet, 6% des victimes de meurtres conjugaux sont des hommes. Et puis là, il se demande un peu ce qui se passe. Vous dites ouais, seulement plus de 9 fois sur 10 c'est la légitime défense. Ou des cas à la Jacqueline Sauvage, qui ont duré 20 ans de mauvais traitement et qui finissent quand même par se retourner contre leur agresseur. Si on arrive à mettre ça dans la tête de tous les gens, peut-être qu'on pourra faire un peu avancer les choses. Est-ce qu'il y a des gilets jaunes dans la salle? Alors celui-là,
Celui-là, je l'aime bien aussi. 561, c'est le travail d'un monsieur qui s'appelle David Dufresne, qui collectionne, qui récolte plutôt, qui récolte les cas de violence policière depuis la première manifestation des Gilets jaunes. Il en est à 561 ce matin. C'est quoi ce pays? Attention, c'est pas des petits trucs. Hein. Main arrachée, œil arraché, on est sur des gros trucs. Pareil, hein. C'est pas le ministère de l'Intérieur hein, qui font ça. C'est les militants de terrain. Et puis il faut remonter à Dufresne qui fait des signalements. Alors, ça marche pas à tous les coups, mais s'il le fait pas, ça marchera jamais du coup. Hein. Alors, nous, Gilets jaunes. J'ai dit Gilets jaunes. Allez. Donc, la prochaine fois qu'une grosse merde, le type Gérald Darmanin ou Christophe Castaner te dit ouais, les violences policières ça n'existe pas, on lui sortira ça, on ne dit pas, on martèle, et peut-être qu'on pourra faire bouger un peu les choses, ok? Il y a des syndicalistes dans la salle? Ah, celui-là je l'aime bien. Non, parce que le gouvernement est chaud apparemment là, pour remettre un petit coup sur la réforme des retraites à la rentrée. Ça c'est l'INSEE qui sort ça. 3 ans et 4 mois. 3 ans et 4 mois, c'est l'écart d'espérance de vie entre un homme ouvrier et un homme cadre. En moyenne, un homme cadre meurt 3 ans et 4 mois plus tard qu'un homme ouvrier. Donc, le proche. C'est pas les mêmes. Moi, je suis un professionnel. Donc, et pour finir, ils font comme ça. La prochaine fois qu'une grosse merde de type gouvernemental vous dira non, c'est vachement plus juste quand même que tout le monde parte à la retraite en même temps. Hein. Ouais, on lui martèlera ça, d'accord? Et puis peut-être que ça finira par rentrer dans sa petite tête. Allez, voilà. Bon, j'en ai pas pour tout le monde, malheureusement, je suis désolé. Attendez, si j'en ai un. Il est là. Attendez. C'est des accessoires pour répéter. Sur celui-là, tu pourras écrire ce que tu veux. C'est utile, d'accord. Vous voyez, c'est ça. On a le choix. On peut faire ce qu'on veut sur nos grenades. On a le choix, on a le choix d'écouter les statistiques démobilisatrices là, du gouvernement pour truquer, ou bien de fabriquer les nôtres, celles qui nous sont utiles pour la lutte. On a le choix, et la prochaine fois qu'un politicien nous dira « Oui, mais les chiffres sont têtus », on lui dira « Mais c'est toi, t'es têtu, nous on sait lire les chiffres, tes calculs sont pas bons ». On a le choix. Choisissons bien. Moi, je reprends mon métier de statisticien. Allez, salut. Bravo!